Daniel Schneiderman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous avez 66 ans, vous avez écrit une vingtaine de livres, si je ne me trompe pas, et vous avez un long parcours dans l'écriture, dans cette analyse de l'image et de la communication et surtout de l'information. Votre apport est vraiment important parce qu'il y a une dimension pédagogique qui traverse votre manière de faire. Et je voudrais citer votre dernier livre qui fait l'objet aujourd'hui un peu de cette rencontre, Cinq têtes coupées. Je prends le livre qui est là, Massacres coloniaux, enquête sur la fabrication de l'oubli. Qu'est-ce qui explique cette envie de plonger dans un sujet complètement aride et compliqué? C'est pas tellement qu'il soit aride et compliqué, parce que ça, j'ai l'habitude de traiter des sujets compliqués. C'est que on va dire, le passé colonial de la France était un sujet que je n'avais jusqu'alors pas vraiment traité, que j'avais pas vraiment, que j'avais pas vraiment rencontré. Et en fait, c'est un peu le hasard d'une exposition que j'étais allé visiter au musée de l'Armée à Paris, une exposition sur les photos de guerre. C'était il y a 2 ans. Et dans cette exposition, je suis tombé sur une photo extrêmement étonnante sur laquelle on voyait un noir, un Africain, accroupi par terre, et devant lui, 5 têtes de jeunes hommes africains coupés. Oui. Euh, euh, alors, l'exposition racontait que c'était une photo qui datait de 1891, qui avait été prise dans ce que les Français appelaient à l'époque le Soudan français, mais qui n'a rien à voir avec le Soudan d'aujourd'hui. Oui, C'était le Sénégal, le Mali et le pays Mossi, comme on appelait alors le Burkina. oui, Euh, et surtout, moi qui suis un spécialiste des images, la légende de cette photo, le carton de cette photo disait que c'était la première photo publiée dans la presse française montrant des atrocités coloniales commises par l'armée française, en tout cas sous la responsabilité de l'armée française, publiées dans la presse. Donc c'était la première fois que le public français avait accès à une photo d'atrocité qui montrait que contrairement à ce qu'avait jusqu'alors raconté la légende coloniale française depuis la conquête de l'Algérie, en gros, c'est-à-dire depuis 60 ans, oui. à l'époque où cette photo est publiée, ben, c'était pas une formidable épopée. Voilà, cette formidable épopée avait donné Oui. lieu à des véritables atrocités. Je me suis dit plusieurs choses, mais je me suis dit, mais alors, Mhm. comment les gens de l'époque, les lecteurs de l'époque, le grand public de l'époque a accueilli cette photo qui a dû être quand même assez surprenante. Euh, et puis, voilà, je suis parti de là et j'ai envie d'éclairer le contexte de l'époque. Pour entrer dans le sujet, vous avez dû avoir accumulé une documentation pour avoir les éléments du contexte et donner la profondeur de ces images, de ce que vous décrivez, analysez. Comment vous avez pu entrer dans cette dimension où il est difficile quand on n'a pas les éléments de culture liés à cette Afrique? Comment vous avez pu plonger dans cette histoire? Alors, vous posez la question, mais je sais que vous avez la réponse, puisque je le raconte dans le livre, en fait. Oui, mais justement, je voudrais que Je raconte non que- seulement les résultats de mon enquête, mais la méthode de mon enquête, ouais, comment j'ai travaillé. Et en fait, je ne suis pas parti seulement de la photo, puisque la ouais, photo dans l'illustration était accompagnée d'un long article qui essayait ouais, de raconter dans quelles conditions ces massacres avaient été commis. Et puis, il y avait un certain nombre de noms. mhm, Il y avait le nom du colonel Archinard, que ouais, je connaissais absolument pas. Je connaissais un certain nombre de noms d'officiers coloniaux français, Federbe, bien sûr, Gallieni et d'autres, mais je ne connaissais pas le colonel Archinard. Et puis il y ouais, avait 2, 3 autres noms. Et puis c'est très simple, j'ai commencé à faire des recherches sur ces noms.
qui étaient les noms des protagonistes de cet épisode de la conquête du Soudan français, donc en 1891. Et puis, de fil en aiguille, si vous voulez, ben voilà, à partir des noms, j'ai consulté les sources universitaires disponibles sur cet épisode. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai rencontré les universitaires qui ont travaillé sur cette période et sur cette période de la conquête coloniale française. Il n'y en a pas énormément non plus. J'ai plongé dans la presse de l'époque. Oui. Un certain nombre de journaux de l'époque sont disponibles aujourd'hui sur Gallica, qui est le site de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai découvert un aspect de l'histoire de France totalement ignoré. Et pas seulement ignoré de moi-même, moi, je suis spécialiste, mais ignoré même de beaucoup d'universitaires, d'énormément de journalistes spécialistes de l'Afrique, la sauvagerie avec laquelle l'Afrique subsaharienne a été conquise à la fin du 19e. Il y a des épisodes de la conquête coloniale et de la colonisation française qui sont mieux connus que d'autres. Oui. La colonisation du Maghreb, notamment de l'Algérie, et la décolonisation et la guerre d'Algérie sont mieux connues que la colonisation de l'Afrique subsaharienne. Oui, mais aujourd'hui, il y a ce problème qui se prolonge dans notre actualité, c'est-à-dire qu'on est dans cette, je ne sais pas s'il faut l'appeler guerre des mémorials, mais on est de ces contentieux ou ces problèmes qui n'ont jamais été abordés en profondeur et évoqués en termes clairs. Qu'est-ce qui jamais, vraiment. C'est même un nom que j'ai rencontré dans cette enquête, que je connaissais déjà un peu, mais que j'ai rencontré dans cette enquête, le nom de Savorgnan de Brazza. J'imagine que vous savez qui est Savorgnan de Brazza. Oui. Vous savez? Oui. Bon. Savorgnan de Brazza est quelqu'un dont le nom n'évoque plus rien pour personne aujourd'hui. Et pourtant, ça a été une figure immensément populaire de la colonisation française à la fin du 19e et j'ai envie de dire presque dans toute la première moitié du 20e siècle. Parce que c'est une des figures que le récit colonial français mettait en avant, parce que c'est une des rares figures positives de la colonisation. C'est-à-dire que Savorgnan de Brazza, c'est un officier de marine français qui a conquis ce qui s'appelle aujourd'hui la République du Congo, le Congo français, à ne pas confondre avec l'ancien Congo belge, la République populaire du Congo, et qui l'a conquis pacifiquement, sans tirer un seul coup de feu, par la négociation, par la patience, par la ruse, avec une petite troupe d'une dizaine ou d'une douzaine une expédition vraiment très très limitée. Et il a été extrêmement populaire. Je veux dire, sa figure, son visage, ses exploits étaient sur tous les cahiers d'écoliers. Les écoliers étudiaient avec Savorgnan de Brazza. Aujourd'hui, ça dit plus rien à personne. Alors, si même cette figure populaire a été aujourd'hui occultée dans l'histoire de la colonisation, vous imaginez bien que tous les épisodes beaucoup plus sanglants et beaucoup plus sauvages, et notamment ce que j'ai découvert, moi, cette expédition Voulet-Chanoine, en 1899, qui va tenter de conquérir le Tchad pour le compte de la France, cet épisode-là a été encore plus refoulé que la figure de Brazza. Donc voilà, je me suis plongé vraiment avec passion dans cette histoire que aujourd'hui plus personne ne veut connaître. Que les politiques français ne veulent plus connaître, que les programmes scolaires ne veulent plus connaître, et que sans doute les Français eux-mêmes n'ont plus envie de connaître. Je ne peux m'empêcher de vous poser une question qui ne relève pas nécessairement de votre expertise, mais
Ce regard par rapport à l'Afrique, vous êtes un journaliste ouvert au monde et vous avez ce regard que vous faites, vous traduisez régulièrement à travers vos livres ou vos articles. C'est que comment regardez-vous ce continent où la France a un rapport très important et qui détermine un peu la géopolitique, cette géopolitique France-Afrique? Bah, moi, ce que je vois, si vous voulez, alors vous avez raison de dire que l'Afrique subsaharienne n'est pas mon cœur de compétence et n'est pas mon cœur de spécialité. Je m'y suis rendu 2 fois pour des séjours très brefs. Je ne peux pas dire vraiment que je connaisse autrement que par les récits médiatiques ou ce que je peux ou que le savoir livresque que je peux avoir. Non, ce qui me frappe aujourd'hui, quand je regarde les rapports de la France et de l'Afrique, c'est le désintérêt total du gouvernement et de l'opinion française et de la presse française pour l'Afrique subsaharienne. On a vu dans les derniers mois la France chasser, on peut dire chasser, du Mali, du Burkina, et ensuite pour terminer du Niger, c'est-à-dire chasser du cœur de son ancien empire et chasser d'une manière particulièrement brutale. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir le faible impact médiatique qu'ont eu ces épisodes, alors que quand même, je veux dire, c'est quand même, historiquement, c'est quelque chose de très important. À quoi on a assisté au Mali, au Burkina, au Niger. C'était quand même une partie importante de ce qu'on appelait à l'époque l'Empire. On s'est fait foutre à la porte. L'opinion s'en moque. Les gouvernements se sont montrés d'une maladresse, les Français, les gouvernements français se sont montrés d'une maladresse et d'une arrogance absolument incroyable. Et moi, ce que j'ai reconnu dans on va dire, dans ce mépris et dans cette arrogance, ce sont les traces de l'esprit colonial. L'esprit colonial, pour moi, c'était un mot. Vous savez, l'esprit colonial, pour moi, c'était un mot. Je suis d'une famille qui ne compte pas d'anciens coloniaux, ni en Afrique du Nord, ni en Afrique subsaharienne. Donc, pour moi, c'était des mots. En travaillant sur les 5 têtes coupées, vous voyez, moi aussi, je l'ai là. En travaillant sur les 5 têtes coupées, j'ai découvert ce que c'était que l'esprit colonial. J'ai découvert les sources de l'esprit colonial français. Et ça aide grandement à comprendre l'actualité d'aujourd'hui. Et ça aide à comprendre, en dépassant le cas de l'Afrique subsaharienne, si vous voulez. Ça aide, par exemple, à comprendre, comment dire, la relative indifférence du gouvernement français à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, par exemple. On pourra développer si vous voulez. Gaza, je sais bien que c'est très loin de l'Afrique subsaharienne. On pourrait considérer que ça n'a rien à voir et pourtant il y a des points communs. J'aimerais bien, dans cet ordre d'idées, avoir, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, c'est-à-dire que quand on voit dans le monde, il y a 2 pays qui ont un savoir-faire, une banque du savoir, c'est la France et l'Angleterre, qui ont une expertise sur ce monde-là. Exceptionnel. Mais comment aujourd'hui on peut rebâtir cette relation au-delà des mots? C'est-à-dire que comment concrètement il y a des êtres humains aussi en partage dans cette région? Rebâtir, vaste question. Est-ce qu'on peut rebâtir? J'ai envie de vous dire que je ne sais pas si on peut rebâtir, j'en sais rien, je ne suis pas géopoliticien et je ne veux pas parler hors de ma compétence. Moi, ce qui me semble, c'est qu'une première étape, si on voulait tenter de rebâtir une relation entre la France et ses anciennes colonies, ce serait véritablement d'enseigner aux Français, à l'école et dans leurs médias, de leur enseigner ce qu'a été la colonisation, ce qu'a été la conquête coloniale, ce qu'a été la décolonisation et pourquoi la décolonisation, d'enseigner cette histoire qui n'est pas enseignée. Alors, quand je dis ça, parce que je l'ai dit publiquement au moment de la sortie du livre, un certain nombre d'enseignants d'histoire me sont tombés dessus sur le thème, sur les réseaux sociaux, vous savez,
où les débats sont toujours assez vifs. Plusieurs enseignants d'histoire me sont tombés dessus en disant mais si, bien sûr que si, regardez bien là, dans la troisième partie, de la quatrième sous-partie du programme de telle année, on en parle, il y a une page. Oui, non, je suis désolé de dire, cette histoire n'est pas aujourd'hui enseignée en proportion de l'importance qu'elle a eue dans l'histoire des 2 derniers siècles et demi en France. Donc, rebâtir, oui, on peut rebâtir. Vous voyez, le Niger, comment rebâtir une relation, par exemple, avec le Niger, sans enseigner les massacres commis au Niger en 1899 par cette colonne Voulet-Chanoine, qui a commis ce qu'on appellerait aujourd'hui des véritables crimes contre l'humanité, et dont les commandants, des officiers français, sont encore aujourd'hui enterrés dans un village nigérien, en dépit de la volonté des Nigériens eux-mêmes. Donc, enseigner, enseigner, enseigner. Mais on est dans cette équation de ce passé qui ne passe pas. Totalement. On est dans cette équation du passé lointain. C'est le passé qui ne passe pas. Vous faites référence à un livre de Henri Rousseau sur la Seconde Guerre mondiale et sur l'occupation. On voit à quel point la France a eu du mal à digérer, j'ai envie de dire, l'histoire de l'occupation, qui n'est pas encore tout à fait digérée. D'ailleurs, encore aujourd'hui, tous les mois, il y a une polémique qui concerne l'occupation. Alors là, vous imaginez, c'est plus loin géographiquement, c'est plus loin dans le temps, voilà, mais c'est toujours pas passé. Ouais. Quels sont vos projets? Est-ce que vous pensez peut-être prolonger cette première réflexion autour de ce livre par une autre thématique en relation avec l'Afrique? Écoutez, franchement, pas dans l'immédiat. Vous savez, il s'est passé avec ce livre, ce livre a été victime de ce qu'il décrit. Ce livre décrit une vertigineuse indifférence française par rapport aux problématiques africaines. J'ai envie de dire que le livre en a d'une certaine façon été victime. Vous voyez, vous m'invitez à en parler aujourd'hui. Je suis très heureux de venir en parler avec vous. Mais pour ce livre, je n'ai pas eu une seule invitation d'une radio ou d'une télévision française m'invitant à en parler. Donc, si vous voulez, voilà, le livre, il est là, s'en emparera qui voudra, lui donnera de l'écho qui voudra. Là, dans l'immédiat, je vais peut-être explorer d'autres domaines. Si je ne veux pas dire que je ne reviendrai pas un jour. Daniel Schneiderman, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre 5 têtes coupées, massacres coloniaux, enquête sur la fabrication de l'oubli, aux éditions du Seuil. Un livre vraiment sobrement écrit, mais passionnant sur cette histoire des 5 têtes coupées. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler d'autres sujets et merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci de l'invitation.